Débat, analyse, commentaires, le grand forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Tous les jours de la semaine, retrouvez le grand forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le grand forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le grand forum aujourd'hui. Journée internationale des droits des femmes. Depuis ce matin, nos invités depuis 7h avec Victor Zamit, invité du 7h, avec également Kylian et Jean-Paul Lepelletier dans le supplément Pays, deux invités. Et puis Dominique Nugent qui a enchaîné également avec des invités exceptionnels les unes que les autres depuis ce matin. Et ça continue et ça va continuer cet après-midi avec Royan et ce soir avec José Blaisès dans À toute vitesse. Aujourd'hui, l'invitée du Grand Forum, elle est présidente du Parc naturel régional, bâtonnier, 3 fois bâtonnier de Guyane et première vice-présidente de la collectivité régionale de Guyane. Mon invitée, c'est Hélène Sirdère, l'invitée du Grand Forum. Hélène Sirdère, bonjour, comment allez-vous ? Gilles, bonjour et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs. C'était ma première pensée quand le 8 mars a effleuré mon esprit. J'ai pensé à vous, Hélène Sirdère, pour justement tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous allez encore faire et les positions et également notamment votre caractère peut-être, votre prestance. En tout cas, je vous regarde, je vous observe depuis de nombreuses années, ma chère Hélène Sirdère, et je me dis le 8 mars, alors vos amis peut-être vous connaissent, mais la population va peut-être connaître 2-3 choses supplémentaires en tous les cas sur vous, votre parcours. On va tout au long de l'émission, bien sûr, il y aura des questions autour de la Journée internationale des droits des femmes, mais je voudrais aussi que nos auditeurs, ceux qui vous connaissent un peu moins, connaissent un petit peu votre parcours de vie également. Hélène Sirdère, ça commence quoi ? Ça commence comme bon nombre d'entre vous de l'époque, à l'école des filles, c'est ça ? Oui, alors je commence à l'école des filles. J'ai eu cette chance, si vous voulez, comme beaucoup de personnes de ma génération, je dirais de traverser 2 siècles. La fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle. Et de passer d'une société dans laquelle l'homme prédominait, c'était ce qu'on appelait le pater familias, c'était le père, c'était le mari, une société où l'éducation était très rigoureuse, où les châtiments corporels existaient encore à cette époque-là, des valeurs qui étaient inculquées, et puis aujourd'hui, où tout file à toute vitesse, où on est dans l'urgence, où je constate en regardant la télévision qu'on est déjà en train de fabriquer le futur et le refabriquer, on le prévoit, voilà, et où je m'aperçois que finalement, il y a chez beaucoup une perte de repères et une perte de valeur. Voilà. Alors, à cette époque, effectivement, j'ai été à l'école des filles. Il y avait aussi l'école des garçons, le petit collège. Absolument, ça met le chamboule. Ce qui veut dire en clair que la mixité n'existait pas. C'est vrai. Et elle n'existait qu'à partir donc de la 6e.
Et de cette 6e où nous allions au lycée Félix Éboué, qui se trouve là, qui s'appelle aujourd'hui collège. Exact. Hein, voilà, collège et nous y étions de la 6e, voilà, jusqu'en terminale. Voilà. Ça, c'est le parcours d'Hélène Sirdère. Vous saviez, vous êtes partie faire vos études de droit. Hélène Sirdère, est-ce que vous saviez d'entrée de jeu ce que vous voulez faire? Aujourd'hui, nos jeunes, même quand ils partent faire des études la première année, ils se cherchent encore. Ils font même jusqu'à 2 ans dans un secteur et puis ils changent après. Hein. On a remarqué ça. J'ai l'impression qu'à l'époque, on savait plutôt où il fallait savoir plutôt ce qu'il fallait faire dans la vie, non? Je sais pas, Hélène Sirdère. Écoutez, pour ce qui me concerne, j'ai cette chance, en tout cas de vouloir être avocate. Depuis très petite, depuis l'âge de 12 ans. Très certainement, hein, il y a l'éducation qui joue. Pendant les vacances, je travaillais souvent à son bureau, j'allais poster des lettres et tout, et on apprend finalement un petit peu comment ça se passe. On apprend à avoir des contacts. En tous les cas, c'est une profession qui m'a toujours intéressée, et c'est sans hésitation aucune que je suis partie à Toulouse. À l'époque, il y avait quelques Guyanais, dont ma cousine Aimée, et je l'ai rejointe. Voilà. Ensuite, quand vous revenez, vous êtes en stage, je crois, chez votre papa. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour les avocats, jusqu'à avoir son propre cabinet. C'était en quelle année? Alors, je reviens et je prête serment en 1978. Ouais. On est à cette époque, on a un stage obligatoire de 3 ans, où on est stagiaire. Mais on est déjà lancé dans le grand bain, si vous voulez. Et bien sûr, ce stage, je l'ai effectué au cabinet de mon père. J'ai toujours été... j'ai rencontré récemment un ami qui me présentait à son fils. Et qui me disait, voilà, elle a toujours été très remuante. J'ai beaucoup aimé cette image d'être très remuante, parce qu'en fait, l'éducation que j'ai reçue, c'est une éducation, bien sûr, il y a l'instruction, mais aussi la liberté de penser, de m'exprimer, d'avoir des outils. Vous avez été éduqué comme ça? J'ai été éduqué comme ça. Tout le monde n'a pas été éduqué comme ça. Non, mais je me rappelle bien que on pouvait parler le créole à la maison, par exemple. Il n'y avait pas d'interdiction. Je me rappelle... Ouverture d'esprit, alors, dans la famille. Absolument, dans la société, à travers le monde, des outils pour décider moi-même. J'assistais beaucoup à des réunions qui avaient lieu chez moi, avec mon père, ses amis. Et je me rappelle qu'un de ses amis m'ayant demandé de lui servir un punch, mon père a dit, toi, tu restes assise. Voilà. Et il s'est levé lui-même. Donc, je pense que là, le ton était déjà donné et qu'il n'était pas question du tout que la femme soit au service de l'homme. Voilà, j'étais assise, j'écoutais, continue à écouter. Tu vas pas interrompre ce que tu fais pour ça. Voilà. Alors c'est très intéressant ce début d'émission, parce que souvent dans nos débats, on entend la femme restait à sa place, on parlait pas le créole, il fallait pas intervenir parce que c'est les adultes qui parlent d'entre eux, etc. Vous, c'est liberté de penser par vous-même, participer au débat, également savoir où est votre place très tôt, et vous pouviez aussi parler créole chez vous, mais quelle éducation extraordinaire. Voilà, en tous les cas, c'est celle que j'ai reçue, qui me convenait donc tout à fait. Absolument. Et remuante, ou peut-être faire bouger les lignes, ça a toujours fait partie aussi de ma personnalité. Voilà. Et donc, quand je reviens, je suis la première femme avocate. Et j'ai eu très tôt... Première femme avocate, oui, ils en ont beaucoup parlé dans l'émission de Dominique Nugent. Oui. Première femme avocate en Guyane. Oui. Et donc, c'était un événement. Oui. Et j'ai eu très tôt la pression médiatique, la pression tout court. Voilà. C'est un métier qui était en général réservé aux hommes. Et voilà. On voulait voir ce que j'allais faire, comment j'allais me comporter. Alors justement, est-ce que vous avez senti une confiance dès le départ
parce que première femme avocate, il fallait lui donner des affaires importantes. Peut-être qu'à l'époque, on faisait plus confiance aux hommes. Est-ce que vous avez ressenti des choses en tant que première femme avocate ou pas du tout? Ce que j'ai ressenti, d'abord j'étais stagiaire et j'avais la préoccupation de me faire un prénom. Voilà. La confiance, elle était donnée à mon père, si vous voulez, et il fallait que moi, je me fasse un prénom et ne pas être la fille d'eux. Voilà, ça c'est sûr. Et alors, il y a un événement assez marquant. Ça faisait à peine un an que j'étais là. Lorsque on va m'appeler un matin, le commissariat de police qui va me dire qu'il y a une dame que je dois défendre. Voilà, on avait pensé à moi. Et elle était arrivée toute nue au commissariat. Voilà. Et donc, j'ai su que... Alors, cette dame était là, il fallait que je sache pourquoi, comment la défendre. À cette époque, la majorité était à 21 ans, pas à 18 ans. Elle s'était mariée très tôt, elle avait eu 2 enfants. Et elle était mariée à un homme qui faisait partie de la bourgeoisie locale. Voilà. Et elle le fuyait, cet homme. Parce que il y avait des problèmes sexuels. Voilà. Alors, des problèmes sexuels... donc, elle avait déjà 2 enfants, elle n'en voulait plus. Et le mari, qui peut-être pouvait comprendre la situation, j'avais découvert que, comme moyen de contraception à l'époque, il n'avait pas trouvé mieux que d'envelopper son pénis d'un vêtement. Et elle souffrait atrocement. Et donc, elle n'en voulait plus de rapports sexuels. Oui, j'imagine. Et aujourd'hui, on le comprend, mais à l'époque, c'était très difficile à comprendre parce que elle ne pouvait pas se retourner vers sa famille qui était plutôt compatissante à l'époque envers le mari. Parce que voilà, la situation. Le mariage l'avait émancipée. Tout dépendait, il y avait la condition sociale et cette dame avait fini par partir parce que tant qu'elle n'avait pas de rapport, elle mangeait du couac et des sardines. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée là et j'ai bien senti qu'on regardait aussi pour savoir un petit peu ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais... Du coup, en tant que femme comment j'allais régler la situation. Bon, il n'y a pas eu de doute ou d'hésitation. J'ai accepté de prendre sa défense, bien sûr. Et je m'en suis prise au mari, bien sûr, aussi. Quelle que soit la classe à laquelle il appartenait. Voilà. Donc, j'ai gardé ce souvenir-là parce que très tôt, il faut faire des choix, il faut poser le bon diagnostic, absolument, si vous voulez. Et puis, je me suis rendu compte que tant la femme que l'homme avaient besoin aussi d'informations. Que les problèmes sexuels, les problèmes de contraception se posaient. J'ai été très tôt confrontée à la violence qui était faite à des femmes, si vous voulez, et c'est de là que je me suis rapprochée à l'époque de l'association des victimes de violences, qui était présidée par Madame Mandé Gaëtane, et que pendant près de 10 ans, en fait, voilà, silencieusement, j'ai aidé beaucoup de femmes. Voilà, je donnais des consultations, bien sûr gratuites. Voilà, pour essayer d'informer, pour essayer d'orienter et de piloter. Voilà. Et qu'il y ait plus d'émancipation aussi. Oui, alors ça c'est un cas. Il y a eu un autre cas, puisque nous parlons des droits des femmes. Absolument. Je vais peut-être un peu les évoquer, comment ça se passe à l'époque. C'était la prostitution. La prostitution qui avait cours. Et j'ai été confrontée aussi à un viol commis à l'encontre d'une dame qui se prostituait. Alors, il faut dire que le viol en lui-même, caractérisé comme crime, n'existait pas. On parlait d'attentat à la pudeur, on parlait de coups et blessures. Et vous comprenez que... J'imagine la situation parce que c'était une prostituée, donc j'imagine la situation. Alors, il y a le problème du consentement.
Donc voilà, ce sont des cas qu'il a fallu défendre, faire bouger un petit peu ces lignes en disant que qu'il ne s'agissait pas de blessures. Bon, je gagnais pas, mais en tout cas la position elle était prise, comme Absolument. Elle a été prise de ma part en faveur des hommes, parce qu'à l'époque la garde des enfants ne se donnait qu'à la mère. Absolument. Il n'était pas question que les enfants soient donnés au père. Ouais, ça n'existait pas. Quand bien même, on ne pouvait pas l'imaginer. Ouais, on pouvait pas l'imaginer. Quand bien même l'homme était le plus à même donc de s'occuper des enfants. Ce que je veux dire aussi, c'est que l'intérêt des enfants n'était pas pris en compte. En fait, cette société-là, elle était pesante. J'ai beaucoup plaidé aussi pour des hommes, d'ailleurs avec l'accord de la dame qui n'en voulait pas de cette garde, mais il fallait le faire admettre, et ça marchait pas. Mais en tous les cas, voilà des cas où il fallait... Sacré témoignage en tous les cas, voilà, des parcours comme ça dans votre vie professionnelle. On va prendre de temps en temps quelques appels, Hélène Sirdère, je rappelle, on va aborder plusieurs sujets, notamment... Donc, on va peut-être aussi des fois bloquer le standard. 25, mettez le casque. 25, oui, 25 76 25. Nos auditeurs sont là. Et on vous écoute. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette. Bonjour Hélène. Bonjour Guéguette. Gilles, j'étais à l'école avec Hélène. Mes camarades de classe. Malheureusement, nous n'avons pas eu de relation après. Les autres, oui. Jacqueline Oassim, tu te rappelles, Hélène? Ah, bien sûr, je la revois avec plaisir. Et Madame Belloni aujourd'hui. Et donc c'est la même génération. Oui, absolument. Madame Estanislas, je vous embrasse, ces femmes. J'aurais pu continuer comme eux, mais j'avais choisi une autre branche. J'ai préféré faire mes enfants très tôt. C'était un choix de ma part. J'aimais pas l'école et pourtant, Hélène m'a pas tes couillons, hein? Non, mais... À 14 ans, mon certificat. Mais je me rappelle pas si nous étions en fin d'études ou en dernier à, comment il était appelé, cours élémentaire, deuxième année. Moi, c'est ce que je retiens, c'est cours élémentaire, parce que ça a tellement changé, les sections, etc. Bon, c'était CM2, voilà. C'est ça. Je suis partie avec Madame Latidine. Chose que j'ai appréciée en tes parents, Hélène, c'est que tu aurais pu être à l'école des sœurs. Et non, tes parents avaient choisi l'école des filles. C'est ça. Parce que TP. À l'époque, l'école des sœurs, c'était quoi? C'était beaucoup à toi ce matin, mais quelqu'un a eu le temps de dire ton nom avant moi. Oui, c'est Dominique Nugent. J'étais la première femme avocate. Très généreuse, surtout. J'ai suivi ton parcours comme j'ai l'habitude de le faire, sans rien te dire. Par contre, il y a des questions que je ne pourrais pas te poser. Et si tu auras un moment dans l'année ou de machin, j'aurais voulu quand même discuter un petit peu avec toi, chose que j'ai discuté avec beaucoup de personnes, mais pas avec toi. Sur la politique, j'imagine? C'est curieux, hein? Mais je vais lui poser des questions là-dessus. Je vais lui poser. Des choses qui m'ont fait mal vis-à-vis de toi, pour toi. Je te le dirai à deux, quand nous serons à deux, nous allons partager un repas, quand tu voudras. Je sais que tu es très prise. Eh bien, c'est volontiers. Non, je t'appellerai. Volontiers, en tout cas. Merci beaucoup de ton témoignage. Et tu es très prise. Et merci. Tu as toujours été une femme calme. Même à l'école, tu étais très calme. Mais par contre, un peu pensif. Et j'aurais une deuxième question à te poser. Mais lors du repas. À deux. Lors du repas. Merci. Bien fort. Merci, merci beaucoup de ton témoignage. Merci beaucoup pour les témoignages. Et effectivement, on va en prendre quelques-uns comme ça sur le parcours, un chemin très très riche, notamment bâtonnier. Alors première avocate, premier bâtonnier femme ou premier bâtonnier femme en Guyane, bien sûr. La première année, c'était quand? En 1992. Rapidement. 1992 à 1996 et ensuite j'ai à nouveau été bâtonnier en l'an 2000. D'accord. Le rôle du bâtonnier, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'un bâtonnier fait? Eh bien, le bâtonnier, il règle les problèmes de la profession au niveau déontologique, au niveau sanctions disciplinaires, voilà. Enfin, il règle les obstacles. Ensuite, il a un rôle vis-à-vis des magistrats. Tout cela dans le cadre de l'organisation judiciaire, les audiences, etc.
Et il a aussi un rôle vis-à-vis de la société. Il ne faut pas oublier que dans ce domaine, dans ce monde judiciaire, nous agissons au nom du peuple, au nom de la population. Et il faut que, que le service public, que la justice soit rendu. Et pour le bâtonnat, moi, ce qui m'a marqué, si vous voulez, j'étais montée contre le parquet, en tant que bâtonnier. À l'époque, il y avait, et il y en a encore, mais il y en avait vraiment beaucoup de problèmes d'état civil sur le Maroni et le parquet. Il est peut-être garant de l'état civil, mais enfin, il ne peut pas tout faire non plus. Et il prenait la pirogue, il allait dans les villages, il recueillait des requêtes pour prétendument régulariser. Ensuite, alors certains avaient des jugements déclaratifs de naissance, etc., devenaient français. Et puis brusquement, quelques mois après, ils remettaient tout en question, disant que les documents n'étaient pas bons, etc. Et je lui avais dit, il faut savoir rester un petit peu à sa place. Vous voulez prendre le rôle de l'avocat? Non, l'avocat a des contacts avec le client. Ensuite, vous allez apprécier les pièces que nous vous donnons. Mais vous les récoltez vous-même. Après, vous dites vous-même que c'est pas bon. Alors là, j'étais montée au créneau. J'étais aussi montée au créneau parce que j'avais trouvé qu'il y avait des réseaux qui étaient mis en place. Voilà, des réseaux où, s'agissant des administratrices ad hoc à l'époque, c'est-à-dire quand les enfants étaient victimes de violences aussi, de la part des parents ou même de la part de quelqu'un de l'extérieur, les procès étaient conduits par des administratrices et non pas par le parent qui gardait l'autorité parentale. Donc ça a toujours été très, très, très ambigu tout cela. Mais en fait, on voyait des femmes de fonctionnaires qui étaient là pour des temps, qui ne parlaient pas la langue, qui connaissaient pas la société, mais qui étaient là et qui choisissaient. Enfin, il y avait un réseau. Et là, j'ai vraiment tapé en disant qu'il y a des femmes là qui sont à même de pouvoir être formées pour jouer ce rôle-là. Et qu'il ne fallait pas donc donner à des personnes de 2 ans, 3 ans de passage ici. Voilà. Alors, ça a été, des faits, il y en a eu d'autres également, mais je souhaitais vraiment qu'on puisse prendre en compte déjà ce que faisait la population, qu'il n'y ait pas cette défiance-là, et que, s'agissant de choses qui nous concernent, qu'on soit systématiquement mise de côté. Très bien. Vous êtes présidente du PNR, le parc naturel régional, créé le 26 mars 2001, une biodiversité incroyable, une mosaïque humaine et culturelle d'une richesse incontestable. En termes d'action, quelle est votre plus grande fierté au PNR? Je rappelle, les missions sont très, très larges. Est-ce qu'il y a des actions qui vous rendent fière, Hélène Sirder? Parce que je sais que dans ce domaine, on est en pleine actualité. Là, on parle de biodiversité et d'autres. Et il n'y a même pas que ça en plus. Dites-nous. Le problème est, à mes yeux, beaucoup plus profond que ça. Je voudrais rappeler qu'en 2000, je suis pas encore entrée dans la politique. Ça va être très certainement un élément déclencheur pour moi. D'accord. Mais il y a la colline de Kabassou. Les morts de cette colline, il y aura une large coulée de boue. Des morts, 10, 12 morts, des blessés à vie. Et là, je me rends compte de ce que peut-être l'environnement, la non-préservation de la biodiversité qui constitue pour nous une infrastructure naturelle. Vous avez un déclic là. Là, j'ai le déclic. Parce que, et j'ai conservé par devant moi les rapports qui avaient été faits, des rapports d'expertise par des experts près la Cour de cassation, où on voit que des hauts fonctionnaires qui étaient là pour nous guider, qui étaient là pour nous protéger, parce que en réalité, les décisions étaient prises par eux, ne connaissaient pas le territoire. Donc, il y avait eu des autorisations qui avaient été données pour
des explosifs sur cette montagne. Le bouclier guyanais, c'est quelque chose de très important. Qu'on avait bouché une source, tout simplement, pour faire passer une route. Et la nature ayant horreur, bon, voilà que... La nature reprend toujours ses droits. Elle avait repris ses droits, et avec cette catastrophe. Je me suis rendu compte, en fait, une vision tout à fait particulière de l'environnement. C'est la connaissance, c'est la protection de la biodiversité, et puis c'est aussi un développement local. Voilà. Et donc, quand je deviens présidente du parc naturel régional, c'est bien tout cela que je vais donc mettre en place. Même si ça ne se voit pas, mais il faut avoir la connaissance donc, de ce territoire. Et le parc a été positionné par moi, c'est d'abord un outil local, parce qu'il a été créé par la région et qu'il est géré par des élus communaux, des élus qui appartiennent à des EPCI et également la CTG. C'est un outil qui est placé là, sur le littoral. C'est un outil local. Local. C'est important. C'est un outil local. Alors, quelquefois, quand on me dit oui, vous faites rien. Non, il est là. On est obligé donc de passer par lui pour faire certaines choses, pour appliquer certaines réglementations. Et c'est là qu'il a tout son rôle à jouer dans le cadre de cette protection de la biodiversité, où nous devons donner, dire quelle est notre vision de cette protection. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de voix qui viennent de l'extérieur pour nous dire il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, sans comprendre que l'on est en Amazonie. On nous importe des priorités qui ne sont pas les nôtres dans un pays qui est en développement. Et c'est tout cela que j'ai tenté de mettre en place. Alors, c'est la protection de la biodiversité, c'est aussi le développement local par l'agriculture, la valorisation donc des produits locaux. Nous avons obtenu un label du ministère donc de l'écologie qui montre que ce que nous faisons déjà donc c'est bien puisque nous avons ce label et nous le donnons à ceux qui développent des produits locaux qu'on peut peut-être appeler bio, mais en tous les cas naturels. Voilà, naturels. Alors ça peut être des sentiers. Alors nos sentiers sont aussi des produits donc touristiques, les produits locaux agroalimentaires. Voilà, des hôtels aussi. C'est beaucoup de choses. Hein, si vous voyez l'émission, c'est beaucoup de choses. C'est intervenir pour aujourd'hui dans les mesures compensatoires. Il faut savoir que lorsque, par exemple, des projets industriels se mettent en place, que l'impact environnemental doit être compensé. Donc, je me suis opposée à ce qu'il y ait davantage, au titre des mesures compensatoires, de terres gelées. Nous avons en Guyane plus de 37% de terres qui sont comme ça, qui font partie des aires protégées, sans que pour le moment nous ayons des compensations financières. Mais il faudra en arriver là, si vous voulez, et de voir que l'impact environnemental devait se conclure nécessairement, selon certains, par encore un gel des terres. Moi, ça m'était insupportable. Et donc, je suis intervenue pour que, par exemple, on puisse construire des parcs et que ce soit financé, surtout par ceux qui apportaient donc le projet. En ce moment, dans l'actualité, on parle beaucoup de la richesse de notre biodiversité pour que ça puisse devenir, notamment que nos plantes, nos feuilles, nos graines deviennent demain des médicaments. Il y a notamment, en ce moment, on en parle, vous êtes quelqu'un de pragmatique, Hélène Siarder, je le vois bien, vous n'aimez pas tourner en rond, vous êtes... non mais voilà, vous êtes quelqu'un de concret. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre tout ce qui se passe lorsqu'on nous dit on nous pille notre biodiversité, et moi à longueur de débat en train de dire on prend pas une feuille et ça devient un médicament comme ça, hein, ni une graine et ça devient un médicament comme ça. Mais vous en avez fait des conférences, etc., d'ailleurs souvent à guichet fermé.
Quel est votre regard sur l'actualité du moment lorsqu'on parle de pillage de biodiversité, Hélène Sierder? Alors, je voudrais quand même un petit peu revenir en arrière. La Guyane est un laboratoire à ciel ouvert. Voilà. Donc chacun vient, on s'en va. Et rien n'est encore en place pour qu'on puisse arrêter voilà, tout cela. Lorsque je suis arrivée à la région, j'ai rapidement mis en place la procédure qui permettait précisément de protéger tout cela. Pourquoi? Parce que en 2006, le parc amazonien s'était créé et qu'à l'initiative de Mme Taubira, il y avait eu un amendement qui permettait au Conseil général, aux deux présidents et au président de la région de pouvoir légiférer. Voilà, sur ce point, c'était très important parce que c'était le politique qui pouvait, pour le parc amazonien, décrire quelle était la procédure. Absolument. Alors, la procédure du prélèvement, la procédure donc de la protection et des retombées sur le territoire. Donc ça, je m'en suis occupée et ça a été adopté par la charte du parc et nous avons continué comme ça jusqu'en 2016. Et en 2016, le législateur s'en est mêlé. Il voit dans notre biodiversité, je ne sais pas quoi. En tous les cas, c'est une ressource naturelle. Il a voulu aller, ne même pas prendre ce qui avait été fait, qui avait bien marché, parce que nous avions quand même passé plus de 20 conventions. Et il s'est mis à légiférer dans les détails. Et j'ai fini par leur dire, écoutez, puisque vous voulez faire, faites. Mais moi, je ne ferai pas ce que vous me demandez de faire parce que ça n'est pas approprié. Et l'affaire s'est arrêtée là. Bien sûr, tout a été stoppé. C'est un chantier qu'il faudra reprendre. Donc, sur le terrain de la protection de cette biodiversité, il faut savoir aussi que pour les plantes, j'ai piloté l'inscription des plantes à la pharmacopée française et européenne. Donc, nous avons des plantes qui ont été retenues. Et il faut aujourd'hui s'en préoccuper de façon à pouvoir les transformer en médicaments ou en compléments alimentaires. En tout cas, le travail de fourmi a été fait. Et puisque vous me parlez de biodiversité, je dirais que nous n'avons pas encore inventé la culture hors sol, si vous me permettez. Et on se rend compte que les compétences que nous avons dans le domaine de l'aménagement ou dans le domaine économique, aujourd'hui se heurtent au foncier, tout simplement. Ils se heurtent au foncier. Au foncier d'abord parce que nous dépendons d'un propriétaire unique qui est l'État, et se heurtent ensuite aux gestionnaires des forêts, qu'est l'ONF. Alors, lorsqu'il s'agit... Alors, on demande des compétences, mais on se rend compte que la mise en place de ces compétences se heurte à ce problème-là. En 2017, nous avons eu cette chance d'obtenir les 250 000 hectares. Vous voyez bien qu'on n'est pas encore arrivé à tout cela. Il faudra qu'on se mette ensemble parce que nous, il ne faut pas que nous cautionnons, en fait. Qu'est-ce qui se passe? L'État n'est pas conscient de la richesse de cette biodiversité et qu'on a besoin de libérer le foncier pour aller plus loin? Je pense que... Désolé de la question politique. Bon, vous êtes en plein dedans. De toutes les façons, moi, je me bats pour qu'on ait ce foncier. Bien sûr. Et plus proche encore, il y a cette question de la création de la SAFER, qui concerne maintenant le foncier agricole. Absolument. Et on en parle demain, d'ailleurs. Voyez, donc cette SAFER, l'État dit on vous donne 20 000 hectares, et là, nous ne sommes pas d'accord non plus. Il n'y a pas d'unanimité pour... voilà. Alors qu'on fait le bilan qu'il ne se passe rien, en tout cas pour les agriculteurs, il n'y a pas de foncier aménagé, les jeunes agriculteurs n'ont pas grand-chose, d'autres vont pouvoir obtenir, mais pas ceux auxquels on pense. C'est ça. Voilà. Et il est grand temps aujourd'hui que nous puissions mettre une structure en place, que nous puissions nous-mêmes faire... Il ne faut pas cautionner cette idée qui vient de l'Hexagone, qui dit que nous ne pouvons rien faire, que nous ne pouvons pas conserver, que nous ne pouvons pas protéger, que nous ne pouvons pas, etc., etc., etc.
Voilà. Et tant que nous n'aurons pas ce foncier-là, eh bien, l'exercice, la mise en application véritablement de nos compétences, bon, elle ne se fera pas. Eh bien, Madame Hélène Sierder, continuez à vous battre là-dessus. C'est la clé même de tellement de choses ici en Guyane. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allons-y, c'est à vous. Gilles, merci d'avoir invité Hélène. C'est Roger qui a l'appareil. Avec plaisir, mon cher Hélène, Roger. Tout le monde qui est là, considère que tu as dormi, mais tu as pas dormi. Tu as travaillé pour payer. Mounia Kayen pèse moun que oui, mais ça fait longtemps que tu as dû faire une émission comme ça pour montrer aux Guyanais que tu es une élue, mais au fond, le travail profond que tu fais, c'est pour l'avenir et de nos enfants. Merci Hélène. Et on ira manger un cassoulet à Toulouse. Tu gagnes l'invitation. Eh bien voilà, Roger en tout cas, merci. Et ce que je fais, c'est cette information que je donne, c'est cette prise de conscience. Oui, absolument. Et je plante les graines. Voilà, on verra. Comme dirait Sylviane Sédia, qui est en Guyane d'ailleurs en ce moment, 6 mains pour récolter. C'est ça. Voilà, exactement. Mais c'est pour ça que vous êtes mon invité aujourd'hui. On va parler de la collectivité territoriale de Guyane. Vous êtes la première vice-présidente à la CTG. Alors, Hélène Sierder, comme un poisson dans l'eau, où il y a des remises en question, il y a des doutes, ou avaler des couleuvres des fois, la politique, c'est jamais évident. Comment ça se passe? Écoutez, je suis entrée en politique après un parcours professionnel intense. Je vous ai dit que je ne gagnais pas tous les procès, mais que quand même je faisais entendre ma voix et que je cherchais à faire bouger les lignes. Donc, je ne suis pas du genre à avaler des couleuvres. Pas du tout. C'est pas le style de la maison. Non, c'est pas du tout. Donc, je prends des décisions. Il y a peut-être des priorités. Je peux faire beaucoup de concessions. Mais il y a des principes sur lesquels je ne vais pas déroger. Le foncier fait partie de ces préoccupations. Voilà. L'appropriation de mon territoire fait partie aussi de ces propriétés. Il ne faut pas que des gens qui viennent de l'extérieur viennent me dire quoi faire. Et là, c'est cautionné aussi par certaines personnes, vous voyez. Alors, quelquefois, je me pose des questions. On est pour une évolution statutaire. On le dit, on le demande, mais en même temps, on ne veut pas développer ses propres ressources naturelles. Je veux parler de la ressource dont les projets sont les plus avancés. Moi, je veux parler de l'or, tout simplement. Alors, on ne veut pas qu'on m'explique comment on arrivera à pouvoir développer un pays sans développer ses ressources naturelles. Moi, il faut me poser la question. Moi, je me pose la question. Bon, au moins, vous avez pris position. En vérité, un pays se développe avec au moins une industrie, ou deux industries. La production industrielle, vous connaissez les priorités hexagonales qui sont d'évacuer donc ce sujet-là. Donc pour nous qui sommes en développement, c'est encore nous avons des difficultés. Bon. Donc voilà. Évolution statutaire d'un côté sur un point d'interrogation. Pas d'industrie de l'autre, je sais pas. Je sais pas, mais moi je n'ai pas, en tout cas, moi non plus, je n'ai pas la réponse. Sur le foncier, on vous le donne, mais on n'est pas d'accord pour le prendre non plus, parce que on recherche toujours quelque chose. Le foncier agricole, c'est encore autre chose. Moi, qu'est-ce qu'on veut? Voilà, la question est là. Alors, moi, j'œuvre toujours pour qu'on puisse faire le nécessaire. Je voudrais dire que, par exemple, les réserves nationales, qui sont des réserves nationales d'État de protection qui se sont appliquées sur des bassins de vie existants, bon, moi, j'ai demandé à les gérer de façon à ce que je puisse apporter ce regard, cette vision, ce tourisme, ce développement durable qui n'existe pas. Voilà. Alors, c'est lent, c'est long. Je le fais sans le statut, c'est possible. Mais quand, par exemple, on vous dit, voilà, faites telle chose ou telle chose, moi, je suis un peu interpellée, en tout cas perplexe. Voilà. Très bien, j'aurais d'autres questions là-dessus, concernant la collectivité territoriale de Guyane. Allô, bonjour. Donc, oui non, on y revient, ne vous inquiétez pas. On y revient. Je voulais répondre à votre question sur les couleuvres. Vous allez revenir sur les couleuvres. 05 94 25 76 25. Allô, bonjour.
Allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour, c'est Liliane. Bonjour, Liliane. Oui, bonjour à Hélène et bonjour à Gilles. Bonjour à la technique. Je viens d'entendre dire quelque chose qui me fait bondir, là. J'ai pas l'impression, qu'on dit en Guyane qu'on ne veut pas l'industrie de l'or. J'ai toujours entendu qu'on demande de s'occuper d'abord des locaux, des patrons locaux qui sont là. Mais j'ai pas cette impression, parce que déjà en Guyane, on a 3 industries sûres. Le CSG, donc on est industrialisé. Fait la fête qu'est Fatimoun. Ça, on sait faire et c'est des industries chez nous. Mais on n'en parle pas. Donc, ils font la fête et des enfants en dehors de la Guyane, mais pas qu'en Guyane seulement. Mais non, mais on sait faire. On nous dit toujours qu'on sait faire mieux que personne. On fait ça toute l'année. Donc, conclusion, on sait faire. On veut l'industrialisation, mais on ne veut pas à la française. Il faut d'abord s'occuper des gens qui sont là, qui travaillent là, qui demandent à être reconnus pour pouvoir eux-mêmes aussi faire évoluer leur filière. Et s'industrialiser avec ceux qui viendront. Mais si c'est l'inverse, j'ai toujours l'impression quand j'écoute les émissions, quand les gens viennent parler, ces gens qui s'occupent de l'or, c'est ce que j'entends. Est-ce que parce que je l'entends comme ça, parce que je suis pas un politique, mais c'est ce que j'entends. J'entends qu'il faut, eux, ils savent faire. Donc ils veulent être dans les fondations. Très bien. Merci, voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Non, dire quelque chose là-dessus ? Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut... donc, j'ai cette chance d'avoir cette délégation de l'or à la collectivité territoriale de Guyane. Et je fais bien la différence entre l'activité minière et un projet minier. Voilà. Il y a l'activité, il y a le projet. Absolument. Nous avons toujours connu, et l'économie de la Guyane a été basée sur cette exploitation minière artisanale. Voilà. Ensuite, sur l'activité minière et sur l'exploitation, tout dépend du gisement. Si vous avez un gisement d'air primaire, ça veut dire en dessous, il faut des moyens conséquents et ce ne sera pas à l'artisan qui pourra faire quelque chose. Maintenant, l'artisan, ici, il souffre. Il souffre parce qu'on lui accorde de moins en moins d'autorisation pour pouvoir exploiter artisanalement sa profession. Vous avez des miniers de père en fils et aujourd'hui, certains ont dû partir parce qu'ils ne parviennent pas précisément à pouvoir obtenir l'autorisation de faire. Et vous avez des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont ce regard, qui vont vous dire il faut protéger. Alors, il faut protéger. En réalité, ils ont des positions politiques qui sont cautionnées par certains ici, et on se retrouve à ne pas faire grand-chose quant au développement. Quel dommage. Quand vous avez des obstacles naturels, comme ce foncier qui appartient à un propriétaire unique, comme ces forêts qui sont gérées par un gestionnaire unique, que le territoire de la Guyane est boisé sur plus de 95%, mais qu'est-ce qu'on fait ? En plus, on ne peut pas faire ça. En plus, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut arriver aujourd'hui à faire bouger les lignes, tout simplement. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Vernet. Bonjour. Bonjour, madame Siader. Bonjour, monsieur. Mais, madame Siader, je suis tout à fait d'accord avec vous concernant le développement industriel. Parce que moi, je n'ai jamais vu un pays se développer sans industrie. Et en Guyane, moi non plus. Les gens qui se battent pour les hors de question, les anti-pétrole, etc., qu'est-ce qu'ils proposent en échange? Rien. Mais rien. Ils sont contre. Et ce sont des gens qui n'ont pas de compétences dans ce domaine-là, mais c'est eux qui veulent dire ce qu'il faut faire. Et il y a une chose que je voulais dire. Souvent, j'entendais pendant les manifestations et tout, ils disent, ouais, l'État ne fait pas ci, l'État ne fait pas ça. Eh bien, s'ils ne le font pas, faisons-le. Mais voilà. Ils feront quoi? Ils feront quoi, mais avec quoi? C'est ça que j'aimerais qu'ils me répondent. Faisons-le, mais avec quoi? Celui qui a l'argent, c'est pas eux. Et sans argent, sans industrie, on ne peut rien faire. Alors, j'aimerais bien que ces gens-là nous expliquent exactement ce qu'ils veulent. Très bien. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Parce qu'on fait de cette Guyane une terre de consommation. On consomme. Mais il faut aujourd'hui qu'on produise absolument.
Donc, on ne peut le faire, à mon avis, qu'avec ces ressources naturelles. Je prendrai un autre exemple rapidement. La centrale du Larivot, dans le matière d'énergie. Vous savez qu'on en a besoin quand même. Bien sûr. Depuis 2007, ça a été acté, on finit par y arriver. Ben voilà, il y a au moins 7 recours contentieux contre cette centrale. Elle est trop grosse, elle est ci, elle est ça. Alors ils vont jusqu'à dire, il faut petit. Non mais attendez. Et on perd du temps, et le temps passe. Et le temps passe. Alors je dis pas qu'on n'y arrive pas, mais on perd du temps. Ouais. Voilà. Je sais, je vois ça. 25 76 25. Allô, bonjour. Et ensuite, on revient sur le fait d'avaler des couleuvres ou pas. Mais voilà, d'abord un auditeur. Que je n'avale pas d'ailleurs. Oui, j'ai bien compris. Quoique j'aurais une question purement politique à vous poser là-dessus. On verra, j'attends la réponse. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Quand on les autres, M. Cédric, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes des citoyens clients, il ne faut pas oublier. Bonne journée. C'est la réflexion de notre auditeur. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour Gilles. Bonjour. C'est Caroline. Bonjour madame. Bonjour Caroline. Bonjour madame. Moi, je suis pas d'accord non plus pour que ce soit des firmes étrangères qui viennent pour s'occuper du développement, surtout se consacrer à l'or de la Guyane. Je veux bien qu'on s'en occupe, mais les locaux, voilà. Ça me dérange de voir que ce sont les autres qui viennent en profiter et nous détruire notre pays. Moi, c'est ça qui me dérange. On va la laisser répondre. Alors, bien sûr, c'est pas le débat du jour, mais ça fait partie de vos compétences, hein, Hélène Sirdère. On en parle, bien sûr. Ça fait partie de l'émission, c'est dans le Grand Forum. Allez, encore peut-être un auditeur là-dessus. On les enchaîne, comme ça vous répondez aux 2 auditeurs, et après, on enchaîne. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, allons-y. Oui, bonjour Madame Sirdère. Bonjour monsieur. Oui. On peut parler de nos ressources naturelles, mais aussi, il faut nous garder aussi pour les produits recyclés, parce que nous pouvons faire bagage, madame. Et à ça, bien souvent, il y a des rangs, il n'y a pas qu'à arriver à comprendre. Parce que il est absolument gardé pour faire les richesses naturelles, mais nous pouvons faire d'autres bagages aussi, surtout pour le recyclage. Merci, madame. Eh bien, mon dit ça, nous d'accord. Nous d'accord. À une compétence, nous gagnons. Nous avons fait la présent programme. Et puis, tout nous gagne, par exemple, tout carton nous gagne, pour nous garder ça, pour nous recycler, pour nous faire un bagage. Ça aussi à l'industrie. Mais, nous pas gain foncière. Alors. Et l'auditrice d'avant? L'or, c'est toujours la même chose. Ouais. Parce que on ne donne pas aux artisans d'ici la possibilité de faire. Donc, quant à ceux qui ont d'autres projets et qui seuls, alors en associant les artisans, en faisant un appel à la population pour rentrer dans le capital, nous sommes d'accord, mais ce sont seules ces grosses sociétés qui pourront exploiter donc l'or primaire. Et pour en revenir à ce que vous dites, à ce que je disais, par exemple, aujourd'hui, ce monde des laboratoires d'agro-transformation. Exact. Par exemple, j'entends parler de Yana Wasai, par exemple. Il y a Madame Marina Royer, qui est en train de monter un projet. Il sera approvisionné comment? Alors, dites-nous, c'est intéressant. Mais c'est ça. Il sera approvisionné comment? Peut-être qu'au début, on va leur dire, voilà, vous aurez un peu de terre pour approvisionner, mais après, Madame Royer, ce sont quand même des plantes, etc. Mais ces plantes, elles vont pousser où? Et on va faire quoi? Comment? C'est vous, votre rôle. Voilà, donc PNR c'est le rôle aujourd'hui de se battre PNR et CTG pour de leur se battre permettre d'avoir ces terres-là. Sur des terres dites agricoles. Ouais. Voilà, et c'est un long combat, un combat de fourmis qu'il faut mener pour ça. Ça, c'est le combat de la Guyane. Ça, c'est le combat, mais... Bon, 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour, Madame Sirdère. Bonjour, monsieur. Voilà, écoutez, moi, je vous ai entendu. C'est vrai que pour développer un pays, il faut avoir des exploitations. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir visité des sites où des locaux retiraient l'or.
moi, ce qui me dérange avec les étrangers qui veulent prendre l'or dans le pays, c'est qu'ils veulent introduire un produit pour nettoyer l'or. Ce produit-là, on sait que c'est un produit chimique. Pourquoi les gens ne parlent jamais de la table Gemini? La table Gemini, moi, j'ai eu la chance de la voir. C'est une table qui nettoie l'or avec de l'eau. C'est une table vibrante. Et ce sont les Canadiens qui ont inventé cette table-là. Pourquoi ils viennent pas en Guyane avec cette table-là pour nettoyer l'or? Pourquoi ils veulent mettre autant de produits chimiques dans la terre et dans l'eau? On sait qu'un jour, ce truc-là, ça sera pour nos petits-enfants. On sait qu'un jour, cette eau-là, l'eau de Guyane, on sait qu'on ne pourra plus la boire un jour. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Et je voulais vous dire autre chose aussi. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion de tomber sur des sites où des Canadiens sont passés pour prospecter. Quand ces gens-là partent d'ici, ils laissent toutes leurs machines dans la forêt. Et vous parlez des gens qui retirent l'or, les Guyanais. Il faut les aider à reboiser la forêt après. Il y a des métiers. Moi, j'ai eu l'occasion de reboiser la forêt en Guyane. Il y a des gens qui viennent dans le pays, ils coupent les arbres, ils prennent l'or, ils rentrent chez eux. On la laisse répondre. L'or de Guyane, on la voit pas. Bon, on ne sait même pas où est-ce qu'elle va. On la laisse. C'est ce que je voulais dire. On la laisse répondre et on s'arrête sur l'or. Parce que j'aurais d'autres questions à Hélène Sirdère. Allez, je bloque le standard un petit peu. Mais l'or, c'est un gros problème. Vous voyez, par exemple, que les questions vont vers l'activité légale de l'or. Alors, nous sommes d'accord. Mais qui pollue? La turbidité, il y a certainement, peut-être, en tout cas, c'est une activité réglementée. Bon, je ne dis pas que tous les opérateurs miniers légaux font les choses correctement. Mais il faut dénoncer cet orpaillage clandestin. Il faut dénoncer cette exploitation de notre or où 10 tonnes d'or partent et vont ailleurs. Et ça, on n'en entend pas parler. On n'en entend pas parler. Alors, ça commence aujourd'hui. Parce que nous avons porté le fer, la profession, que particulièrement sur le territoire du PNR, j'ai tiré la sonnette d'alarme avec le préfet. Je lui ai dit, ça n'est pas possible qu'aujourd'hui, près du littoral, là où il y a des basses vies, qu'il y ait autant de dégradation. Alors d'un côté, on nous parle de protection de l'environnement, d'impact environnemental, mais que tout ça, ça soit fait comme ça. Alors, sont en train de se mettre en place des dispositifs, notamment avec des opérateurs miniers légaux, pour pouvoir, réhabiliter tous ces sites empaillés, qu'il s'agisse du sol pollué, de les revégétaliser, peut-être s'ils sont très près des communes, d'en faire des centres d'agriculture, etc. En tout cas, de récupérer le foncier et de se l'approprier. Très bien, je sais que c'est un thème qui intéresse tous les Guyanais, mais ce n'est pas le thème du jour. Je rappelle, j'ai invité Hélène Sirdère pour cette journée internationale des droits des femmes. Et je voulais le faire depuis très très longtemps d'ailleurs. Je rappelle, première avocate, donc première avocat femme ici en Guyane, première bâtonnier également de Guyane. Vous nous avez raconté quelques anecdotes très dures en début d'émission. Présidente du parc naturel régional avec toutes ses missions qui sont importantes, la clé même de notre développement de notre territoire, la politique notamment, première vice-présidente de la collectivité régionale de Guyane. Et vous nous dites que vous n'avalez pas de couleuvre. Quel que soit, effectivement. Alors que la politique, des fois, c'est pas évident, il faut faire des concessions, et vous nous dites c'est pas le style de la maison. Vous voulez répondre à ma question, qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus? Je veux dire que lorsque je pense à mon parcours professionnel, je fais des choses qui ne seront pas vues tout de suite comme positives, si vous voulez. Mais en tout cas, moi, j'entends participer au débat public. Voilà. Et donc, je participe au débat public et je fais entendre ma voix. Ensuite, j'ai quand même conscience que nous sommes dans une équipe, en tous les cas, qu'il y a très certainement d'autres priorités, mais et il y a tant à faire en Guyane. Il y a tant à faire. Il y a tout à faire en Guyane que je comprends que des priorités puissent passer avant celles, par exemple, que je souhaite. Voilà. En tant que politique, vous vouliez peut-être pas faire
entendre votre voix ailleurs, je ne sais pas moi, en tant que députée, en tant que sénatrice, en tant que autre? Est-ce que vous avez d'autres ambitions politiques, Hélène Sirdère? Je ne me suis pas engagée pour avoir un poste. Le poste de sénatrice, puisque je pense que vous faites référence à cela. Vous voyez comment je vous pose la question? Oui, non, mais bon, je ne vais pas éviter donc la question. Allons-y. Mais en tous les cas, je m'étais positionnée effectivement dans le cadre d'une pré-candidature, voilà, pour être sénatrice. Ensuite, les conditions n'étant pas réunies, je décide, et je décide seule. C'est important de le dire. Ne pas poursuivre. Voilà. Aucune pression. Je n'ai pas subi de pression parce que j'aurais pu, si j'avais décidé de le faire, d'y aller. Donc j'ai décidé de ne pas y aller. Si vous me posez la question sur M. Rodolphe Alexandre, on va évacuer donc le sujet. Je vous ai même pas posé la question, mais allez-y. Mais enfin, il doit certainement être question de lui. Allons-y. Donc, est-ce que je le soutiens? S'il va aux élections, je le soutiendrai. Je souhaite qu'il y aille et je serai à ses côtés. Voilà. Ben voilà. Ensuite, dans ce travail dont vous parlez, le travail parlementaire, ce travail de réglementation, ce travail d'adaptation, d'interprétation de la loi, lorsqu'on demande l'évolution statutaire, quand je vous parle de beaucoup de choses, c'est un travail qui devra se faire localement. Il faudra, le législateur, il faut se préparer, et c'est un petit peu ce que je fais. Très bien. Journée internationale des droits des femmes, vous qui vous êtes imposé partout où vous êtes passé, c'est en tout cas le regard que j'ai, et à travers d'ailleurs ce que vous nous avez dit, notamment dans votre parcours, est-ce que c'était naturel ou est-ce qu'il a fallu se battre pour y arriver? Alors, je rappelle, hommes et femmes, on doit se battre pour y arriver, que les choses soient claires. Mais vous avez compris ma question. C'était naturel, dû à votre caractère, dû justement à votre histoire, l'éducation, etc. Bien, écoutez, on est avec des atouts, on est avec des défauts, voilà. Et je suis plutôt portée sur à être remuante, on va dire, à faire bouger les lignes. Après, j'ai eu cette éducation qui m'a donné la confiance et puis tout le parcours aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a fallu se battre plus? Et vous avez eu cette impression-là ou pas? Pas forcément. L'homme et la femme, c'est... Alors, si on parle des droits des femmes, il faut comprendre que ces droits sont des droits qui sont revendiqués. Ce sont des droits qui sont revendiqués à l'international. Quand, par exemple, je vais vous parler, vous comprendrez du gavage des femmes. Vous savez que dans certains pays, autant ici... En Occident, nous tendons vers cette image de la femme qui est sportive, qui est mince. Mais dans d'autres pays, avant le mariage, il faut gaver les femmes. Expliquez-nous ça. Il faut les engraisser. Mais oui, il y a des reportages donc à la télévision où ces femmes, donc il y a les mariages arrangés, pas forcément qui sont forcés, mais le mari, bon, il veut une femme qui soit bien grosse. D'accord. Voilà. Alors le gavage, c'est le mot qui est employé. Ça existe dans certains pays, donc. Oui, par exemple en Mauritanie. Exact. Voilà. Et donc ce gavage consiste à rendre la femme obèse, par exemple, avec tous les risques. Donc voilà, pour qu'elle puisse plaire précisément donc à son mari, à sa belle famille. Et c'est tout un dispositif qui est en place. Je veux aussi parler de l'excision des femmes. Ça aussi, ce sont donc des droits revendiqués. Alors, ils peuvent être consacrés par la loi ou par des institutions ou par la commune. Ou la coutume, pardon, ou alors ce sont des droits qui ne seront pas du tout reconnus et dans certains pays, il faut toujours donc se battre. Par exemple, en Arabie Saoudite, le fait pour une femme d'être autorisée à conduire une voiture, ça date à peine d'un an et demi. Vous comprenez? Et sachez qu'ici, en France, alors le combat porte sur l'égalité, porte sur la violence faite aux femmes. Voilà. Mais je pense au port du pantalon. Oui, alors, le port du pantalon. Racontez-nous cette anecdote du port du pantalon. Le port du pantalon, quand je me suis installée, le port du pantalon n'était pas autorisé. Et on n'en portait pas pour les femmes, sauf que
sauf quand elle faisait du cheval ou quand elle montait à bicyclette. Voilà. Mais c'était pas autorisé. Et il faut savoir que cette ordonnance-là n'a été abrogée qu'en 2012 par Madame Najat Vallaud-Vancacen. Ce qui veut dire quoi? Qu'elle était tombée en désuétude, nous sommes d'accord. Oui, bien sûr. Mais la loi existait quand même. Existait. Et quand vous arrivez et que vous portez un pantalon, que vous avez envie de faire bouger la ligne, j'ai aussi appris comment faire bouger la ligne. Et que ce n'est pas la peine d'aller non plus, au contact. Il faut les faire bouger, mais il faut apprendre à les faire bouger. En 2012, il faut se souvenir, par exemple, de ce que ont pu apporter certains couturiers quand ils ont libéré le corps de la femme. Je pense à certains couturiers qui ont fait du pantalon, mais ça c'était révolutionnaire à l'époque. C'était Yves Saint Laurent, je crois. Voilà, Yves Saint Laurent, comme vous dites. Il y a eu aussi Madame Chanel. Exact. Voilà. Donc ce sont des révolutions, ce sont des droits revendiqués. Et vous, quand vous avez porté pour la première fois le pantalon, comment vous vous sentiez et quel regard sur vous? Non, le regard, moi je me sentais bien. Après, il y a une image qui est véhiculée et elle n'était pas acceptée. Voilà. Donc, j'ai dû revoir un peu le code vestimentaire, qui soit plus approprié. Et ensuite, une fois que ça a été possible, voilà. On a bien vu à travers ce que vous dites, effectivement, que dans certains endroits, bien sûr, les choses avancent. Et ailleurs, on a l'impression qu'on est encore dans un système de barbarie, dans certains pays, avec des femmes. Qu'est-ce qui vous, au-delà de tout ce que vous dites, effectivement, où est-ce qu'on a avancé pour vous? Est-ce que les choses évoluent naturellement? Et où est-ce qu'on a peut-être même encore reculé, si on recule? Ou bien les choses n'ont pas bougé? Hélène Sirdère. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on recule. J'espère pas. Pas du tout. On avance. Peut-être pas au rythme que l'on voudrait, mais incontestablement, on avance. Moi, je suis pas nostalgique. Oui. Je crois au progrès, je crois à l'avenir, je crois à tous ces jeunes-là qui vont bien trouver le chemin qui leur convienne. Il faut dire cela. Donc, pour les droits des femmes, on a beaucoup avancé. Qu'il s'agisse, par exemple, de la contraception, j'en ai parlé, de l'IVG, j'en ai parlé, de la caractéristique du viol, d'admettre que les violences, ce sont à la fois des blessures, des atteintes à l'intégrité physique, mais aussi des violences verbales. Ça aussi, c'est très important. On est arrivé parce que avant, lorsque la femme était battue, c'est elle qui devait quitter la maison. C'est elle qui devait quitter la maison et laisser la maison au mari. Donc, elle était toujours tenaillée entre rester à la maison, les enfants, qu'est-ce qu'on fait, où on va, etc. Donc, je ne peux pas dire, en tous les cas, je m'exprime pour la France, bien sûr, qu'il y a eu un recul et qu'on n'ait pas progressé. Alors, peut-être qu'on ne va pas aussi rapidement sur l'égalité salariale, sur l'emploi, etc. La politique, la parité a été autorisée, elle a permis d'apporter un souffle, on dira un bol d'oxygène. À tous ces hommes qui occupaient tous les postes pendant longtemps. Et vous voyez bien que dans cette lutte, en fait, homme-femme, égalité homme-femme, il y a ces principes de non-cumul, etc., pour permettre à tout un chacun, pendant un certain temps, d'apporter sa contribution à la vie citoyenne. Je voudrais m'arrêter 5 minutes sur le salaire. C'est quelque chose qui me choque en vérité, et je me suis dit comment on peut encore en parler et ne pas trouver une solution aussi simple. Dans le privé, les gens négocient leur salaire. On est d'accord, hommes-femmes, les gens négocient leur salaire. Mais dans le fonctionnariat, dans les services publics et autres, je veux dire, une femme chef de service, un homme chef de service avec les mêmes diplômes, il n'y a pas de discussion. C'est réglé, non? Parce que j'entends que c'est pas réglé, cette histoire. Une femme qui a bac plus 5, un homme qui a bac plus 5, ils ont le même titre, ils ont le même salaire. Il est où le problème? Ça existe que ne pas
payés, pas dans le fonctionnariat. Enfin, dites-nous, Hélène Sirdère. Sinon, écoutez, il n'y a que l'État. J'ai raté un épisode. J'ai raté un épisode. Sinon. Il n'y a que l'État qui puisse s'autoriser à faire certaines choses. Non, mais j'hallucine. Alors, voilà, parce que vous avez cité le privé. Vous savez aussi que les contrats de travail, dans le privé, oui, c'est vrai. Le contrat à durée déterminée, le contrat à durée indéterminée, vous savez que c'est très réglementé. Absolument, bien sûr. Bon, moi, je constate que dans ce privé, on multiplie des aides, des emplois aidés. Oui. Bon, c'est bien une année, 2 années, de façon à permettre à un jeune d'avoir un levier, d'être actif, peut-être de choisir sa voie. Mais de multiplier ces contrats de façon à ce que le jeune, au bout d'un moment, il n'ait même pas de projet de vie. Oui, non. Mais on ne voit ça que là. Oui. Voilà. Alors maintenant, qu'il y ait des inégalités salariales dans la fonction publique, bon, je n'en serais pas. Enfin, ça doit même pas exister. Théoriquement, ça ne devrait pas. Oui. Mais il ne faudrait pas hésiter à peut-être apporter l'affaire devant les tribunaux, encore faut-il faire le pas. Voilà. C'est ça. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y. Merci. Alors, il y a quand même des aberrations entre le discours et les faits. Tout le monde veut protéger les femmes, mais le Sénat avait la possibilité de mettre à l'abri les enfants avec la loi sur le viol. Au lieu de retenir qu'en dessous de 15 ou 16 ans, toute relation sexuelle est un viol, ils ont retenu l'âge de 13 ans. 13 ans, oui. Alors, la construction émotionnelle d'un être humain, homme ou femme, n'est pas aboutie à l'âge de 13 ans, même à l'âge de 15-16 ans. Et la relation sexuelle est quand même un acte fort qui est vécu différemment de l'homme, qui est vécu différemment l'homme par rapport à la femme. Et bien sûr, c'est dû au fait du sexe en lui-même. Alors, il y a beaucoup de discours. Mais dans les faits, on se rend compte que la femme est toujours écrasée par la société. Parce que le Sénat, c'est une institution masculine. Et lorsque des personnes comme ça, qui ont un tel pouvoir, s'arrogent le droit de mettre cette criminalisation de l'acte sexuel à 13 ans, alors qu'ils avaient la possibilité de protéger des enfants jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans, on tombe des nues. Ensuite, on veut faire des comparaisons en donnant des leçons à des pays soi-disant arriérés. Mais la France est un pays archaïque qui, institutionnellement, favorise la violence des femmes et des enfants lorsqu'elles sont des filles. Merci pour cette question. Qu'en pensez-vous, Hélène Sirdère? Eh bien, j'en reviens à mon exemple de départ, le viol de la prostituée. Voilà. On avait estimé, et on estimait à l'époque, que parce que vous étiez prostituée, que vous donniez forcément votre consentement à un acte violent que vous ne vouliez pas. Voilà. La question dans cet âge-là, avec cette question de l'âge, que ce soit 15 ans ou que ce soit 13 ans, bien sûr. C'est la question du consentement qui est posée. Et qu'on estime pas à 13 ans, que l'âge... Pas à 13 ans. Moi, ça m'a choqué, je vais vous dire la vérité. J'étais choqué. On peut l'être, mais en tous les cas, ceux qui font la loi ne l'ont pas été. Mais on peut l'être, effectivement, que finalement, on décide d'un côté... Alors, d'allonger le délai de prescription pour permettre à X ou Y sortis de la minorité de pouvoir porter plainte, etc. Alors, d'un côté, c'est ça. Et de l'autre, on fixe une majorité sexuelle à 13 ans. Bon, voilà les contradictions. On ne peut que le constater. Moi, je le réprouve. Bon, je donne rarement mon avis, je le dis là aujourd'hui, le 8 mars, ça me choque. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Voilà, je voudrais parler des disparités entre hommes et femmes dans la fonction publique, qui sont très subtiles. Parce qu'il y a eu des débats quand les infirmières demandaient une revalorisation de leur salaire. Il a été prouvé que dans les métiers où les femmes étaient majoritaires, le statut de ces métiers-là n'évoluait pas, exprès pour que les femmes n'aient pas un salaire plus élevé. Hélène Sirdère, qu'en pensez-vous? Non, mais bon, ça vraiment, ça, ce sont des revendications. Ça, il faut continuer. Les solutions n'ont pas encore été apportées. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter aujourd'hui à saisir les tribunaux, parce que les textes sont là en fait et qu'il faut aujourd'hui cette application. Alors les choses se font effectivement de façon très subtile. J'ai eu des personnes que je connais
dans la fonction territoriale comme dans la fonction d'État, où finalement les primes n'ont été accordées par les supérieurs hiérarchiques masculins qu'à eux-mêmes, quoi. Voilà. Sans commentaire. Voilà. Hélène Sierder, allez, vous avez 1 minute aujourd'hui, en ce 8 mars. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs aujourd'hui dans le Grand Forum? Eh bien, que le parcours qui a été le mien, c'est un parcours où j'ai appris la patience, la patience, la prudence, la sagesse aussi. Ce qui peut me donner cette attitude de calme. Mais en fait, comme disait mon ami, je suis très remuante. Ouais. Et qu'il faut être remuante. Gant de velours, une main de fer dans un gant de velours? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il faut que les femmes et les hommes aussi continuent à se battre vraiment pour qu'ils puissent vivre de la façon dont ils veulent. Voilà, c'est ça. J'allais dire 25, 76, 25, j'ai bloqué le standard justement. Merci Hélène Sierder, c'était notre invitée du Grand Forum. Vous pourrez revoir cette émission sur notre Facebook Live. Et quant à nous, on se donne rendez-vous demain pour un prochain Grand Forum. Vous pourrez revoir aussi cette émission sur notre page YouTube. Merci Hélène Sierder, à bientôt. Merci Gilles, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Merci à nos internautes et nos auditeurs au 25, 76, 25. Au revoir. Tous les matchs, un seul terrain, avec le retour de la Ligue 1 Uber Eats dans les offres Canal+. Connaissez-vous le secret de la nouvelle Toyota Yaris? Elle est plus belle, plus moderne, plus innovante.